Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 15. Les allégations du président Brugal tournaient en boucle dans l'esprit du sénateur. Il n'arrivait pas à voir les plans dans son ensemble, mais en percevait du moins quelques éléments. Pourquoi mettre en avant des objets qui lui appartiennent? Peut-être pour s'en débarrasser, pensait-il. Pourquoi a-t-il affirmé que son opposant était en connivence avec le diktat de la lumière, alors qu'il semble que c'est lui qui en faisait partie? Il voulait sûrement que j'accepte le rendez-vous avec le président, car tout ce qui est lié au dictateur Barca et à son gouvernement sont pris au sérieux dans la République universelle. Mais savait-il que le président Brugal tenait la preuve de sa culpabilité? Pensait-il à nouveau. Et cette organisation, quels sont ses plans ou ses ambitions? Et surtout, pourquoi être resté dans l'ombre tout ce temps? Il y a tant de questions sans réponse, et il compte bien aller les chercher sur Chrysidon. Le vaisseau décolle et part en direction des plaines. Le capitaine est guidé par un conseiller sur la direction à prendre. Il trouve vite la ville qui laisse s'échapper un torrent de fumée noire. Ayant une structure peu massive, l'engin volant peut atterrir près du lieu de l'attentat. Cette fois, ils se déploient tous, même d'Hydrion. Ils restent tout du moins connectés avec les soldats qui sécurisent le sénateur. Dorga et Sora parviennent à éteindre les flammes en quelques secondes. Ils peuvent ainsi porter secours aux personnes qui se trouvaient au plus près de l'explosion. Une fois qu'ils avaient pu mettre tout le monde à l'abri et qu'ils avaient dégagé les corps des victimes, le commandant commence à analyser les débris du vaisseau kamikaze. Par chance, le boîtier de modulateur qui sert au pilote automatique était toujours en bon état. Du moins presque. Grâce à son bracelet, il arrive à se connecter et à remonter la piste du signal de contrôle. Ils ont retrouvé les commanditaires. Le ministre de la Défense fait demander des troupes militaires sur les lieux, mais le groupe de soldats part en éclaireur. N'étant pas dans leur juridiction, ils n'ont pas le droit d'attaquer. Ils peuvent juste répondre s'ils subissent une attaque. Ils arrivent sur les lieux. Le poste de commande semble être dans une grotte, au pied d'une montagne. L'équipe de Didrion entre directement. Le discours du président Brugal était enfin prêt. Il l'avait lu, puis il avait fait lire à sa femme qu'il ne le trouvait pas assez provocateur. Les conseillers du politicien lui annoncent la sécurisation des lieux. Ils ont fouillé tous les participants, même les invités d'honneur. La scène sur laquelle il allait se produire se situait à quelques mètres du bâtiment où il se trouvait. Elle a été montée pour l'occasion. Une allée a été préparée où se tenaient les invités représentant l'industrie de la planète, quelques célébrités et des riches entrepreneurs qui sont là pour lui faire une haie d'honneur à son arrivée. Le sénateur part en premier, escorté par les deux soldats. Il se place sur le côté de la scène. Il est accompagné de quelques consultants qui se disséminent aux alentours de la scène. Ils se sont tous assis. Puis viennent les cris et les acclamations du public qui attendait leur leader politique. Il fait son entrée avec sa femme et son fils. Dans le couloir de personnalités qu'il emprunte, ils sont reçus par des ovations de joie. Le président serre les mains de plusieurs personnes. Il en connaît certains et d'autres lui sont totalement inconnus. Lui et sa femme reçoivent des bouquets de fleurs. Même leur fils reçoit une offrande de la part d'un homme, une pièce en or qui a le volume d'une médaille.
Les trois se placent au niveau du pupitre, le politicien au centre, sa femme d'un côté et son fils de l'autre. Il salue la foule qui continue à porter leur voix. Il attend quelques secondes avant de commencer son discours. Chers citoyens et citoyennes, je suis attristé d'avoir appris la tragédie qui a frappé la ville de Silmar. C'était une attaque perfide du dictateur samirin qui n'a pas d'autre possibilité que de faire appel à des individus sans valeur, tout comme le pseudo-politicien Furian qui est à sa solde. Car oui, je vous le dis, Chrysidon ne veut rien d'autre que nous soumettre. Mais nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas du bétail qui va se laisser amadouer par leurs discours alarmistes sur notre société. Nous sommes forts et puissants de par notre économie qui n'a fait que s'agrandir grâce à notre alliance avec les autres nations planétaires. Mais pas que, car oui, je suis fier de la diversité qui est représentée sur ce monde. Nos alliés nous ont apporté de multiples cultures, mais aussi leurs technologies agricoles, médicales, sociétales, qui font notre grandeur. Et nous tous réunis serons plus forts dans notre réponse. Je suis fier des académies scolaires que nous ont amené le peuple de Drigon. Alors que le président continue son discours, son fils est plus intéressé par sa pièce qui s'efforce de frotter pour enlever la buée qui cache son reflet. Il l'essuie si bien qu'il peut enfin se contempler, mais la brume revient. Il repart donc dans un nettoyage des plus rigoureux. Je suis fier du développement agricole que nous a apporté les Volomir, qui ont pu doubler nos rendements tout en préservant notre environnement et le bien-être animal. Nous n'avons jamais autant exporté que depuis les accords de multilatéralisme avec les 5 autres mondes du système solaire que nous avons signés. Alors oui, je vous le dis, aujourd'hui je suis fier de notre accomplissement passé et nous accomplirons bien plus dans le futur. Les 2 soldats détectent une augmentation d'énergie que leur annonce leur casque, mais elle ne peut la détecter, car bien trop faible. Ils lancent leur regard à la recherche d'un individu suspect. Tarwin en repère un. L'homme quitte sa place pour partir de la scène. Il lance à sa poursuite un flux d'énergie pour en savoir plus, mais il y a une nouvelle augmentation énergétique. Elle ne vient pas de l'individu. Il stoppe son flux, qui redirige vers le pupitre. Il remarque que l'enfant ne cesse de polir sa médaille, et plus il s'y affaire, plus il souffre. Il se frotte les yeux frénétiquement pour arriver à mieux voir son reflet, qui ne cesse de disparaître. Tarwin envoie son énergie vers le jeune enfant. Les soldats entrent dans la grotte. Ils font plusieurs mètres, puis arrivent vers le camp. Il est désordonné. Il remarque une paire de jambes au sol. Elle n'est plus reliée au haut du corps. Elle a été arrachée. Un peu plus loin, il découvre un chemin sous forme de piste au trésor, sauf qu'elle a été faite avec des boyaux. Il découvre enfin le haut du corps, mais pas que. Il y a plusieurs corps qui ont subi des blessures des plus terrifiantes. Les jambes, les bras sont arrachés. Les troncs des individus ont été ouverts. Il remarque un petit amas de chair. Ce sont des cœurs qui ont été entassés, comme pour préparer un futur repas. Un bruit se fait entendre. Ce sont des gémissements. Un homme est encore en vie. Il a été grièvement blessé. Ils ne peuvent pas se tromper sur son identité. C'est le principal opposant au président Brugal. C'était un piège. Je ne voulais pas faire de mal à des civils. Il faut sauver Brugal, dit-il avec le souffle coupé, puis s'éteint, noyé dans son propre sang.
Le commandant se relève aussitôt. Il tente d'entrer en communication avec son équipe qui sécurise le sénateur. Mais les communications sont brouillées. La roche est faite de brillons, un métal si dense qui ne laisse passer aucune onde. L'énergie de Tarwin vient d'atteindre l'enfant. Il n'y a que des fluctuations, mais rien de bien inquiétant. Il va tenter d'en savoir plus sur l'objet qu'il tient. Chers compatriotes, je ne peux pas vous imposer une guerre sanglante qui n'apporterait rien de bon à nos nations. Voilà pourquoi je compte faire une demande d'adhésion à la République universelle, qui, je suis sûr, nous soutiendra. Les deux soldats reçurent une communication saccadée de la part du commandant. Ils n'arrivaient pas à comprendre son message. Tarwin arrive enfin à toucher l'objet en question. L'énergie y est concentrée. Il comprend enfin. Il tourne son regard vers l'homme qui avait quitté la tribune. Il regardait la scène avec un sourire diabolique. Une explosion vient tout détruire. L'enfant était le détonateur. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.